Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Et demain notre ADN, l'émission. Et demain notre ADN, c'est le média de tendance sectorielle de l'ADN qui prend le temps, pendant une entière quinzaine, d'analyser les enjeux et les possibles d'un secteur dans ce monde où les crises se succèdent et s'enchevêtrent. Ce monde qui nous commande, pour les mêmes raisons, une indispensable transformation. L'actualité nous en fait chaque jour l'éclatante démonstration. Nous le faisons avec une approche éditoriale qui est la signature de l'ADN et qui consiste à mêler les points de vue. Nous parions sur l'esprit de conversation grâce à nos journalistes, mais aussi nos contributeurs et invités, entrepreneurs, chercheurs en sciences humaines et sociales, acteurs du changement. Nous prenons le pouls d'une filière et tentons d'ouvrir de nouveaux horizons positifs pour la planète, la société et l'économie. Cette quinzaine, nous nous sommes emparés du sujet de l'alimentation et ce n'est pas un petit dossier. Je vous engage à aller sur demain.ladn.eu pour déjà consulter les articles en ligne. Il y a de nombreux enjeux en matière d'alimentation. La réduction de l'empreinte carbone, du gaspillage alimentaire, le respect de la biodiversité, le bien-être animal, la rémunération des parties prenantes, notamment des agriculteurs, la santé, les maladies de civilisation. Bref, n'en jetez plus. Nous connaissons bien toutes ces raisons qui tirent la nécessaire réforme de nos systèmes alimentaires. Ce moment charnière que l'on nomme transition alimentaire, ce processus par lequel une société modifie en profondeur sa manière de produire et de consommer des aliments, en l'occurrence la rupture avec ce modèle de production de masse issu de la société dite industrielle, ce moment-là, donc, nous sommes en plein dedans. Et en même temps, la guerre en Ukraine et ses conséquences en cascade viennent sacrément compliquer la donne. La pandémie nous a donné un sens aigu des chaînes de valeur et de leur vulnérabilité. Voici que la situation géopolitique promet de nous apprendre le sens des mots souveraineté et résilience alimentaire. Et puis, par-dessus tout ça, il y a la culture, les rituels, le plaisir et une certaine façon de faire société. Comme le disait le politologue Paul Ariès dans une récente interview au Monde, la table ne concerne pas que notre corps biologique, mais aussi notre corps social, culturel, politique, onirique et anthropologique. Vous le voyez, il y aura donc à boire et à manger dans cette émission avec au menu des insights inédits et une conversation aux petits oignons. Oui, j'ai décidé de me vautrer avec délice dans les jeux de mots les plus en phase avec notre thème du jour. Quels arbitrages les Français opèrent-ils dans leurs dépenses alimentaires? Comment articulent-ils leur comportement avec la question climatique? Comment réagissent-ils aux récents scandales alimentaires? Comment l'écosystème food se saisit-elle de ces questions pour modifier sa trajectoire? Et plus généralement, quelles sont les tendances qui agitent la filière? Nous en parlerons dans quelques minutes avec nos invités, Audrey Ashworth, directrice de Cial Paris, et Jean-Gabriel Mollard, directeur marketing et communication de Cial Network. C'est aussi votre émission. Vous pouvez y participer en posant vos questions dans l'onglet questions qui vous est disponible sur la plateforme et on gardera quelques minutes en fin d'émission pour les adresser à nos invités. Parmi nos invités, il y a aussi Karine Perrault qui est directrice expert food de Kantar et à qui je vais laisser immédiatement la scène pour justement qu'elle puisse nous abreuver de ces insights inédits qui vont nous donner quelques éléments très pertinents de discussion, je le sais déjà. Bonjour Karine. Bonjour Carolina, merci pour cette introduction. Et en effet, pour répondre à ces questions brûlantes et d'actualité, nous avons mené une étude tout récemment. Donc, nous avons interrogé 1000 Français sur leurs achats et leur comportement alimentaire. Donc, ces 1000 Français, ce sont des hommes, des femmes de 18 ans et plus qui sont représentatifs de la population française. Et le terrain s'est déroulé du 28 juillet au 1er août dernier. Alors, on les a interrogés sur leur comportement en matière alimentaire, comment est-ce qu'ils se sont adaptés, déjà, est-ce qu'ils ont remarqué une hausse des prix alimentaires, comment ils s'y sont adaptés en général et par catégorie de produits, est-ce qu'ils font attention aux labels pour juger de la qualité,
Et puis, avec peut-être de nouvelles habitudes depuis la pandémie, qu'est-ce qu'ils mangent pour la pause déjeuner, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient sur leur site de travail. Et enfin, qu'est-ce qu'ils attendent de la restauration collective. Alors, sans plus attendre, eh bien, on va voir qu'ils ont des stratégies d'adaptation qui vont être différentes selon les catégories. En préambule, par rapport à l'inflation, eh bien, un petit rappel, hein, au 31 août, on était sur des estimations d'inflation par l'INSEE de 5,8% sur un an, avec des différences très importantes par catégorie, hein, avec l'énergie à plus 22,2%, l'alimentaire avec une augmentation bien moindre, mais tout de même à 7,7%, alors que les produits manufacturés étaient estimés avec une hausse de 3,5%. Alors cette réalité économique, eh bien, en effet, elle bouleverse les comportements d'achat des Français. D'abord, est-ce qu'ils ont remarqué cette hausse des prix? Eh bien, on se rend compte que, évidemment, les gens ont remarqué une hausse de prix sur le gaz et sur l'essence, hein, à 91% d'entre eux, mais c'est quasiment autant pour l'alimentation et les boissons. Alors, même si, hein, je le rappelle, la hausse est bien moindre que pour le gaz et l'essence. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de catégories de produits qui ont augmenté en alimentaire. On a beaucoup parlé de l'huile de tournesol, par exemple, et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui le prix de l'huile de tournesol, on est à peine moins de 4 € le litre, alors qu'il n'y a même pas un an, on n'était même pas à 2 € le litre. Donc c'est vrai qu'il y a des produits très quotidiens dont les gens n'ont pu que remarquer qu'ils avaient largement augmenté. Alors, comment est-ce qu'ils s'adaptent à ces hausses de prix? Eh bien, ils sont très nombreux à réduire leurs dépenses ou à vouloir le faire. Et c'est particulièrement vrai pour des catégories de produits dont ils estiment qu'ils peuvent se passer plus facilement. C'est le cas de la viande et du poisson, c'est le cas des boissons alcoolisées, c'est le cas aussi des boissons sans alcool, hein, considérant probablement qu'on peut boire de l'eau à la place. Et c'est beaucoup moins vrai pour des produits, des catégories très quotidiennes, comme les boissons chaudes, les produits laitiers, ou les fruits et les légumes frais. Si on regarde maintenant leur stratégie particulière, hein, pour maîtriser leurs dépenses, eh bien, là aussi, ça va vraiment dépendre des catégories et sur ces produits du quotidien, les Français privilégient ce qu'on va appeler les achats malins. Alors, au total, c'est vraiment plus de 80% hein, des gens qui souhaitent maîtriser leurs dépenses alimentaires. Et donc, sur ces catégories-là, ils vont privilégier le fait de finalement acheter des marques moins chères, mais ils vont aussi finalement beaucoup comparer les prix sur les fruits et les légumes, sur les produits laitiers, sur les boissons chaudes. Si on regarde en revanche sur d'autres catégories qu'on a citées auparavant, hein, telles que la viande et le poisson, les boissons sans alcool, etc. Là, eh bien, plus souvent, ils vont imaginer de tout simplement diminuer leur consommation, voire s'en passer. Hein, et ça va être particulièrement vrai pour la viande et le poisson, hein, en acheter moins souvent, même chose que pour les boissons sans alcool ou les boissons alcoolisées. Donc, on peut considérer que ce sont des produits qu'ils considèrent comme un petit peu plus superflus. Se passer ou acheter moins de catégories comme la viande ou le poisson ou les boissons alcoolisées, c'est une façon de faire des économies, mais c'est aussi une occasion de mieux agir en faveur de l'environnement. Donc, ça va être vraiment un booster
pour un encouragement pour les consommateurs à finalement arriver à se passer de certaines catégories. Et on voit que c'est vrai pour la viande et le poisson, et on sait par ailleurs que les gens végétalisent de plus en plus leur alimentation. C'est vrai aussi et notamment pour l'eau en bouteille. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé cet été de l'eau en bouteille et du plastique, etc. Donc les gens ont certaines catégories probablement en tête pour faire des économies. Faire des économies, certes, mais maîtriser ses dépenses, cela ne veut pas dire renoncer à la qualité. Et pour toujours choisir de la qualité, eh bien, les Français s'appuient sur des labels. Et on constate que le Nutri-Score arrive vraiment en tête des labels qui comptent le plus dans le choix d'un produit plutôt qu'un autre. Alors, c'est un vrai succès, parce que le Nutri-Score, c'est un label, un signe qui n'est apparu qu'en 2017, ça fait donc à peine 5 ans, et il est vraiment maintenant un critère de choix important, suivi par des labels relatifs à l'origine et à la qualité des produits garantis. Le label Origine France et arrive juste derrière le Nutri-Score, mais aussi des labels comme le label rouge et le label viande française sont très importants. À noter que la provenance, l'origine, c'est vraiment une dimension qui compte spécialement pour les Français comme signe de qualité de l'alimentation. Qualité de l'alimentation, eh bien, comme Carolina le mentionnait, en effet, récemment, on a quand même eu à faire face à des problèmes de qualité assez importants, notamment sur les chocolats et sur les marques de pizza. Donc on a questionné les Français sur leur comportement face à ce type d'événement. Eh bien, là, il faut dire qu'ils sont très réactifs en cas de problème et de scandale alimentaire. Une forte proportion d'entre eux modifient leurs habitudes d'achat. Vous voyez, 38% des gens déclarent qu'ils ont arrêté d'acheter totalement la marque ou même la catégorie de produits concernés. 38%, certes, mais par rapport à 39% qui n'en achetaient pas, donc 38% par rapport à peine 2 tiers des gens qui consommaient ces catégories-là, c'est très 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 important. Donc des gens qui sont capables de réagir très très vite par rapport à des soucis de qualité. Autre point, la qualité, ça passe aussi par le fait maison. Le fait maison, c'est faire soi-même la cuisine, se préparer soi-même ses repas. C'est aussi maîtriser ce que l'on mange, en maîtriser la qualité et au passage également se faire plaisir très souvent. Alors, il se trouve que le fait maison, qui avait connu un développement important depuis la pandémie, se trouve également dynamisé par le télétravail. Comment ça se passe? Eh bien, première chose, un petit point sur les proportions d'actifs et de télétravailleurs. On a 57% d'actifs sur 1000 personnes, sur l'ensemble de la population. Et on a en fait sur ces actifs 32% qui télétravaillent au moins une fois par semaine. Donc 18% au total 18% des Français
et cela fait 32% des actifs, qu'ils soient travailleurs ou étudiants. Que font-ils à midi? Eh bien, une grande majorité, en fait, mangent ce qu'ils ont cuisiné ou préparé. Alors, c'est très vrai lorsqu'ils sont chez eux, 87% mangent ce qu'ils ont cuisiné ou préparé eux-mêmes, mais c'est aussi vrai lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail, puisque plus de 50% mangent ce qu'ils ont cuisiné ou préparé. Vous voyez que la restauration collective concerne 20% des travailleurs. Alors, point sur, on a le sentiment, on n'avait pas mesuré exactement la même chose précédemment, parce que ce n'était pas forcément une tendance qui était apparue, mais on a vraiment le sentiment que la proportion de gens qui apportent sa nourriture, ses repas préparés sur le lieu de travail est de plus en plus importante, et de fait, le fait que ça représente plus de la moitié des gens nous paraît très significatif dans ce regain du fait maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la restauration collective et qu'est-ce que les gens attendent de la restauration collective? Eh bien, effectivement, elle est au cœur des enjeux entre le prix et la qualité. Il faut se dire qu'apporter son propre repas sur son lieu de travail, c'est en maîtriser la qualité et c'est aussi en maîtriser le prix par rapport à ce qu'on peut trouver sur place. Eh bien, pour ceux qui sont concernés par la restauration collective, effectivement, la solution pour limiter l'augmentation du prix des repas, c'est en fait, c'est tout simplement, on va demander aux restaurants d'entreprise de mieux gérer ses stocks et ses commandes avant tout pour éviter le gâchis. Bien avant le fait de ne pas me proposer de protéines animales ou de limiter le choix ou d'utiliser des produits moins chers pour les repas ou de me proposer des qualités moins importantes. Donc vraiment, on reporte en fait les enjeux sur le restaurant d'entreprise. Donc les solutions ne sont probablement pas simples. Voilà, à partir du moment où les gens veulent conserver un prix correct et une qualité correcte. Et si les prix augmentent, eh bien, pour les consommateurs, cela doit se faire en augmentant, en proposant davantage de qualité, donc davantage de produits locaux, davantage de produits bio. Donc vraiment, les personnes nous disent qu'ils seraient prêts à payer plus uniquement à ces conditions-là. Donc vraiment des enjeux qui sont assez compliqués à résoudre pour le secteur de la restauration collective. En dernier lieu, il est à noter que, donc là, on vient de voir que la qualité est importante, que les gens ne sont pas prêts à faire l'impasse sur la qualité pour ne pas voir les prix augmenter. Et on a mesuré des attitudes sur le temps long sur la façon dont les Français considèrent l'alimentation. Est-ce pour eux avant tout un plaisir? Est-ce pour eux avant tout une nécessité? Est-ce pour eux avant tout un moyen de prévenir les problèmes de santé? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que si le plaisir reste largement en tête, eh bien, l'alimentation est de plus en plus un moyen de prévenir les problèmes de santé. Alors là, c'est un choix exclusif, c'est soit l'un, soit l'autre, donc c'est une question extrêmement exigeante. Et ce qu'on voit, c'est que en 4 ans, depuis 2018, ce qui était la dernière fois où nous avions mesuré ces attitudes dans notre étude Food 360, eh bien, on a quasiment un doublement de la proportion de gens qui nous disent que pour eux, l'alimentation est avant tout un moyen de prévenir les problèmes de santé.
Donc réellement, on a cette dimension santé qui prend de l'ampleur. Dans la dernière édition de Food 360 qu'on a menée en partenariat avec le CIAL, eh bien, on constate par ailleurs que la santé, au sens large, associée à la naturalité, c'est vraiment l'attente numéro 1 en matière d'alimentation. Et donc, les attentes de qualité restent tout à fait fondamentales, même en ces temps de crise et d'inflation. Et ça conclut ce que je voulais vous apporter comme insight aujourd'hui sur l'alimentation au cœur des tendances très actuelles. Merci Karine. Juste avant d'entamer la conversation, j'en profite parce qu'effectivement, c'est une question qui est intéressante et je vais vous la poser tout de suite. Quelle est la définition du fait maison telle que vous l'indiquez dans l'étude? Est-ce qu'on me demande, est-ce qu'une assiette de pâtes, par exemple, est considérée comme du fait maison dans l'enquête? Ah ben bien sûr, une assiette de pâtes est du fait maison. On n'a pas besoin de faire, nos pâtes nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire nos pâtes nous-mêmes, mais en revanche, un plat de pâtes surgelées, ça n'est pas réchauffé, ça n'est pas du fait maison. Voilà. Des pâtes choisies et cuites, et même avec un morceau de beurre ou avec rien, c'est du fait maison. Nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. Merci Karine. Et je vais ouvrir effectivement la discussion immédiatement parce qu'on a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à poser à Audrey Ashworth, qui est directrice de CIAL Paris, et Jean-Gabriel Mollard, qui est directeur marketing et communication de CIAL Networks. Et je vais tout de suite poser la première question. Quelle est votre réaction par rapport à cette étude et qu'en retenez-vous? Pour commencer, on reste quand même dans les tendances qui ont été indiquées par l'étude CIAL Insight. Ça confirme un certain nombre de tendances. Et c'est vrai que la situation actuelle et l'impact de l'inflation se retrouvent bien aussi. Moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le côté du fait maison, justement, on en parlait, parce qu'en fait, il va cumuler à la fois la sécurité, les recettes plutôt courtes, la notion de plaisir qui apparaissait bien dans l'étude CIAL Insight, et également un corollaire qui est de sourcer ses produits plutôt localement. Et ça, on l'a vu aussi avec les produits qui ont été livrés sur CIAL Innovation. Il y avait un grand nombre de produits d'aide culinaire, et donc on voit bien cette tendance marquée qui est très intéressante dans l'étude, qui ressort bien dans l'étude. Jean-Gabriel. Alors, bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour ma part, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé, en particulier, j'ai retenu d'abord qu'il y avait une proportion non négligeable de répondants finalement qui n'ont pas prévu de réduire leurs dépenses. Finalement, ça concerne à peu près 50% des gens, donc c'est intéressant. Et d'autre part, quelque chose qui est marquant, c'est que il y a des différences très marquées sur les typologies de produits, pour ceux qui ont décidé de faire des économies, sur quelle typologie de produits ils ont décidé d'en faire. Par exemple, sur viande et poissons, c'est 63%, alors que sur les produits laitiers ou les boissons chaudes, c'est beaucoup moins. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant d'aller voir finalement quelles catégories de produits sont finalement considérées comme essentielles, ou alors en tout cas sur lesquelles on pouvait ou ne pouvait pas faire des économies. Après, il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas trop développer, mais j'ai trouvé intéressant que les Français cherchent d'abord à consommer mieux qu'à consommer moins. Donc d'abord, on va chercher à acheter malin, d'abord, on va chercher peut-être à réduire le gaspillage, avant même finalement que d'acheter moins. Et alors après, quelque chose qui est peut-être un tout petit peu moins positif, c'est peut-être que finalement, les perspectives de réduction de dépenses se font encore que très minoritairement en lien avec la volonté de préserver l'environnement. On continue d'abord de penser à soi. Alors, il y a un signe encourageant avec les bouteilles en plastique, mais c'est le seul item où la conscience écologique vient avant le porte-monnaie, 30% versus 18%. Tout le reste, c'est quand même très clairement l'inverse.
Ensuite, le fait que le Nutri-Score arrive en tête, pour moi, ça a été une surprise. Je m'attendais à ce que d'autres labels, type le label agriculture biologique, par exemple, soit Visa OP, soit beaucoup mieux classés. Et on ne voit pas, par exemple, apparaître dans ce classement des applications tiers de confiance comme Yuka, dont on parle beaucoup, mais qui réunissent moins de 10% finalement de suffrages. J'ai trouvé que c'était intéressant également. Et enfin, sur la restauration collective, quelque chose qui est très édifiant et qui est très global finalement, c'est qu'on voit que d'abord, le consommateur choisit de faire porter les efforts sur les organisations, sur les cantines, sur l'entreprise finalement, plutôt que de faire un effort soi-même sur la diversité des plats ou sur la fréquence des protéines animales qu'il consomme. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a également vu apparaître cet élément dans l'étude Food 360, donc, sur laquelle repose Cial Insight, plus tôt dans l'année avec Kantar également, puisqu'il y avait 14% des consommateurs, tout pays confondu, cette fois, qui décident, qui déclarent ne pas être prêts à payer davantage pour des produits qui soient meilleurs pour la santé ou pour l'environnement. On considère que c'est une responsabilité du producteur ou de l'industriel de garantir ces éléments. Alors 14%, ça ne paraît pas beaucoup, mais partant de zéro, ça fait tout de suite une grande différence par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas, qui n'apparaissait pas dans notre étude précédente en 2020. Voilà. Et donc, une conclusion que j'en aurais, c'est que finalement, pour faire évoluer les choses autrement qu'à la marge, en fait, il faut proposer au consommateur des solutions qui ne l'impactent pas ou peu dans son comportement quotidien, plutôt que de faire appel uniquement à son sens civique. En tout cas, il faut qu'il y ait les deux, ou à sa conscience écologique. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on discute de questions écologiques, de RSE ou même d'innovation alimentaire. Voilà ce que je peux vous dire en réaction immédiate. La gageure a concilié effectivement l'impératif climatique avec aussi nos propres désirs de consommateurs, une schizophrénie qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, hein, d'ailleurs, où on est tiraillé et où l'alignement entre les deux impératifs forcément est plus compliqué. Alors, il y a aussi, moi, une chose qui m'interpelle, c'est le fait que, justement, on l'avait déjà vu un peu sur la verticale retail, il y a une multiplicité des stratégies. En fait, vous parliez des catégories, justement, qui ne sont pas impactées de la même manière. On a l'impression que le consommateur, il pilote ça de façon extrêmement fine en disant, bon, ben, ici, je vais moins consommer, je vais arrêter l'eau en bouteille, par exemple. Et en plus, parce que, voilà, en effet corollaire, je fais du bien à la planète, mais par contre, je ne vais pas me priver sur ces questions-là, etc. Donc, cette multiplication des stratégies pour essayer de préserver la qualité, ça parle de nos comportements d'une façon générale qui font qu'on ne... Oui, voilà, qu'on ne souhaite pas sacrifier la qualité de notre alimentation sur l'autel de l'inflation, si je peux le tourner comme ça. D'une certaine manière, en fait, je pense que ça met surtout en valeur dans des situations de tension ce qui nous paraît essentiel, ce qui nous paraît finalement accessoire. Alors, par contre, on voit que c'est une équation qui peut avoir ses limites, justement, par rapport au bio, je pense au bio. Alors, vous parliez justement du label bio qui finalement, ou du label AB d'ailleurs pour la peine, qui ne remonte pas finalement si haut qu'on aurait pu le croire. Et puis, on sait qu'effectivement, le marché du bio, il y a une forme de plateau. Quelles en sont les causes? Comment on doit analyser ça et comment on peut en sortir, en fait? Alors, je vais laisser, peut-être faudrait commencer juste en complément de votre point précédent. On peut noter sur la notion d'offre qu'on voit beaucoup réapparaître aussi le milieu de gamme. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on dit, donc ce qui nous est rattaché, le simplement bon. Donc des produits qui sont plus simples, qui se basent sur des fonctionnalités ou des ingrédients plus simples, sans promesses superlatives, et qui de fait sont moins chers sans pour autant être premier prix. Donc, il y a aussi cette forme d'équilibre que l'on commence à retrouver beaucoup dans l'offre, qui fait écho aussi à cette volonté des consommateurs. Et pardon, Audrey, je te laisse. Non, donc par rapport au bio, par rapport à la question sur le bio, en fait, le bio apparaît désormais comme effectivement il y a un effet de plateau. C'est un bio qui doit être soit accessible, soit augmenté. Il y a une péréquation, en fait, le fait que sur les produits de base, il y ait cette volonté
cette concurrence sur les prix fait que le bio est quand même aujourd'hui beaucoup plus cher. On parle de 25%, mais quand on regarde certains produits, on va jusqu'à 70% plus cher en fait d'un produit non bio, d'un produit bio. Donc, pour arriver à cet équilibre et à cette démocratisation qui a eu lieu, notamment avec les distributeurs qui ont chacun, toutes les marques et les distributeurs ont des produits bio maintenant dans leur gamme. La démocratisation, ce n'est pas accompagné nécessairement d'une accessibilité suffisante. Et donc, aujourd'hui, consommer du bio, ça paraît être une évidence ou un souhait pour la qualité des produits qui sont concernés, mais il faut qu'ils soient augmentés, qu'il y ait d'autres valeurs en fait portées par les produits. Soit pour une partie de la population, il faut un produit accessible financièrement, soit on attend autre chose, et on en parlait en introduction, la juste rémunération, par exemple, des producteurs, les conditions animales d'élevage sont aussi au cœur des préoccupations des consommateurs. Donc, il faut vraiment cette prise en compte. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression quand même qu'on n'a pas encore trouvé le bon équilibre. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de justement ce que j'appelais en introduction la transition alimentaire. Vous avez un formidable cahier d'insights, et je le dis parce que, à titre personnel, c'est un sujet qui me passionne et je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre dans ce cahier. Donc, j'engage tous ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet à également aller sur le… Il est disponible en téléchargement sur le site de Cial Paris, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, j'allais le préciser. Alors, je vous propose je vous mettrai le lien dans le chat, comme ça, super. Ça facilitera les choses. Super. Et je voudrais qu'on fasse un focus sur certains éléments qui m'ont frappé. D'abord, justement, sur les habitudes prises depuis la pandémie. Est-ce qu'elles sont pérennes? Enfin, qu'est-ce qui est resté? Alors, j'ai un peu tendance, je suis désolée, à en parler au passé, même si effectivement on sait qu'elle n'est pas tout à fait finie. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il reste de ces habitudes prises depuis la pandémie? Alors, c'est une question qui est très souvent posée. Hein. On s'y intéressait, on s'y intéresse beaucoup, bien évidemment. On s'y intéressait également donc, dans l'étude Food 360 que Kantar réalise avec le Cial tous les 2 ans, donc qui est le support de ce cahier d'insights, donc dans 12 pays ou 12 zones géographiques. Donc, la première chose, c'est que c'est difficile d'y répondre de manière globale, parce que selon les pays, déjà, les habitudes en question ont été très différentes en fonction du contexte du pays, des restrictions qui ont été mises en œuvre, de leur durée, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que, surtout, ça a renforcé certaines tendances préexistantes, mis un coup d'arrêt à d'autres. Donc, parmi celles qui s'en sortent bien, il y a le e-commerce, la livraison, même si bien sûr il y a eu un retour dans les points de vente, un retour des consommateurs physiquement dans des points de vente. La pandémie a servi de tremplin pour des distributeurs, parfois pour des producteurs, parfois vraiment pour des détaillants, des petits détaillants, pour lancer un canal de distribution additionnel à travers le numérique. C'est également le cas de l'offre marketplace grand public qui a explosé avec des promesses très différentes selon les marketplaces. Mais bien sûr, comme à chaque fois qu'un marché explose, on constate beaucoup d'échecs, que certains secteurs d'activité ne prennent pas, enfin que ça ne fonctionne pas dans certains secteurs ou pour certains types de produits, mais globalement, cette accélération, elle est pérenne. Alors après, on va aussi ressortir, depuis quelques temps, des inconvénients, des problématiques que ça peut engendrer. Je pense par exemple au dark store, au dark kitchen, dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui irritent certaines municipalités, certains habitants. Donc, ils engendrent un bénéfice et un service pour le consommateur, mais avec une forme de stabilisation de cette croissance et cette pérennisation. Il faut tenir compte des contraintes, donc ça continue d'évoluer pour en tenir compte et tenir compte de ce développement. Donc la cuisine à la maison, on en a parlé un peu plus tôt, donc j'y reviendrai pas trop, mais c'est un exemple intéressant parce qu'effectivement, comme l'a précisé Audrey, on a vu beaucoup de produits axés sur l'aide culinaire et les condiments. Alors pour l'anecdote, il y en avait tellement qu'on a créé
une catégorie spécifiquement pour ces produits sur Ciel Innovation cette année. Et donc, ce sont des produits où il y a d'ailleurs une volonté d'innovation et beaucoup de créativité, on va dire. C'est une catégorie intéressante. Alors après, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique dans la cuisine à domicile, mais je ne dirais pas que c'est une conséquence directe de la pandémie. Ça a été d'abord vécu par certains comme une contrainte, par d'autres comme un plaisir. Mais il y a un nombre important de consommateurs qui se sont rués de nouveau sur les restaurants ou une consommation hors domicile à partir du moment où ils ont pu le faire. Donc c'est compliqué de parler d'habitudes prises vraiment durant la pandémie. Par contre, ce que je considère, alors c'est une analyse plus personnelle, c'est qu'il y a une évolution globale dans la manière dont les sociétés envisagent l'alimentation. Alors, c'est lent, mais malgré tout, on voit une croissance importante des sensibilités végétariennes, véganes, mais aussi beaucoup flexitariennes, on en parle beaucoup. Donc, il y a une volonté de maîtriser les ingrédients qu'on apporte à ces plats, notamment. Donc, ce sont souvent des catégories de consommateurs qui sont plus enclins à cuisiner eux-mêmes. Et donc, évidemment, je décide ce que je mets dedans. Donc, c'est un plaisir santé. Et puis, normalement, c'est moins cher. Donc, effectivement, ça se pérennise. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans une logique d'évolution sociétale. On essaie toujours de mettre en parallèle, finalement, ce qu'on observe dans les études et sur les marchés et avec l'état d'esprit, finalement, de la société et la manière dont elle évolue. Et enfin, alors, par contre, une catégorie qui a connu un certain nombre de problématiques liées à la pandémie, c'est le vrac. Forcément, il a connu un coup d'arrêt pendant la pandémie pour des questions sanitaires, bien sûr, et il a eu un peu de mal à s'en remettre. C'est que partie remise, bien sûr, et ça a été l'occasion pour les producteurs, pour les distributeurs, de s'interroger sur la manière de proposer une offre vrac qui soit convaincante pour les consommateurs, à la fois dans son contenu, dans les produits, mais aussi dans sa mise en rayon. Parce que il y a un certain nombre de problématiques liées à ça, donc il y a des problématiques de pesée précise, alors ça on y répond maintenant, de réassurance sur l'origine, paradoxalement, souvent sur des éléments paradoxaux, mais l'absence de packaging qui est loué par certains côtés ne rassure pas les consommateurs de l'autre parce qu'il a quand même une habitude depuis des décennies. Ou des standards en tout cas. Oui, et puis de se rassurer par ce qui est marqué sur le packaging et de regarder ce qu'il y a sur le paquet, d'aller regarder les ingrédients, etc. Donc, ce sont des choses comme le packaging comme source d'information, quoi. Exactement, et puis ça pose un certain nombre de questions sur où situer le vrac dans un point de vente. Est-ce qu'il faut le mettre dans un point vrac, comme c'est souvent le cas? Est-ce qu'il faut développer des points de vente spécifiques au vrac? Donc ça a été expérimenté. Est-ce qu'il faut remettre le vrac dans ses rayons? Est-ce qu'il faut mettre des pâtes ou du riz en vrac à côté des pâtes sous packaging, etc. Donc c'est des questions. Donc là, il y a eu un creux, mais pour mieux repartir, parce que ça fait écho là aussi à des questions sociétales. Alors, justement, il y a pas mal de startups d'ailleurs qui se mettent, qui lancent des contenants qui permettent, grâce au digital, là aussi, de mieux maîtriser ce qui est délivré, d'avoir une pesée automatique. Enfin voilà, il y a toute une révolution autour du vrac qui est en train de s'initier et puis qui va être portée aussi par la nouvelle réglementation qui va être mise en place prochainement. Donc voilà, c'est un secteur qu'il faut suivre. Alors justement, je rebondis sur ce que nous dit Emmanuel dans le chat. Elle nous dit on ne peut pas uniquement se contenter de comparer les prix, la qualité des produits est un élément essentiel à mettre dans l'équation, plus de qualité, plus de conservation, plus de durée de vie. Et ça me permet justement d'enchaîner sur ce que vous appelez les points cardinaux de l'alimentation et ce qui nous sert finalement à justement essayer de trouver la meilleure équation, le meilleur équilibre possible entre ces différents points cardinaux. Il y en a un qui s'impose presque de lui-même, qui est celui de la santé. Donc, il y a cet adage très connu qui dit que l'alimentation doit être notre premier médicament que nous sommes, ce que nous mangeons. Mais concrètement, c'est quoi rechercher la santé dans son assiette en 2022? Ça se caractérise par quel type de comportement? Alors, ça se caractérise... la santé, effectivement, est au cœur des 4 points cardinaux. 70% des consommateurs, lors de l'étude Kantar 360 Ciel Insight, pensent que l'alimentation peut représenter un risque, en fait, pour leur santé. Donc, il y a à la fois de l'innocuité,
il y a des qualités aussi de booster d'immunité qu'on a vu. Hein, on l'a vu, c'est pas récent. Il y a eu avec des graines, avec des fruits. Quand je parle de graines, les graines de chia, les graines de voilà. Donc il y a des recettes courtes et en même temps avec des ingrédients immunoboosters qu'on voit très fortement. La naturalité reste quand même au cœur de la recherche de santé, en fait, dans l'assiette, des recettes courtes avec des produits, 3 à 5 produits maximum dans la recette. Donc, c'est vraiment une tendance qu'on a également notée là pour le SIAL. Il faut quand même garder aussi en tête que la santé, c'est important, mais le plaisir reste extrêmement au cœur des attentes des consommateurs. Alors bon, si on reste sur le côté de la santé, on peut dire que deux consommateurs sur 3 ont recherché des produits avec des propriétés santé appuyées. Et Karine, en introduction, remontrait là dans l'étude qui a été menée qu'en fait, c'est presque x2. Hein, le côté santé est devenu vraiment, a été accentué par la pandémie. Donc, et quand on parle d'immunobooster, on peut parler aussi de produits comme les produits à fermentation, comme le kombucha, qui a été, qu'on retrouve d'ailleurs sur SIAL Innovation. On a aussi primé justement ce type de produit. Donc voilà, il y a différentes techniques aussi qui viennent au service de la santé. On en parlera justement tout à l'heure, justement de ces ingrédients qui sont un peu pointus. Les adaptogènes, je lisais ça dans le cahier, effectivement, les aliments infusés à l'ashwagandha. Et je lisais aussi d'ailleurs que vous parliez du nombre d'ingrédients quand on lit les étiquettes. Apparemment, on est plutôt porté sur les chiffres impairs. Donc, on aime bien les recettes à 3 ou 5 ingrédients, mais moins 4 ou 6, en fait. Oui, ça peut paraître assez curieux. Alors après, ça peut être assez culturel aussi. Hein. Ça ne se vérifie pas systématiquement dans tous les pays. Mais oui, en effet. Après, c'est les méandres de l'esprit humain. Voilà. Mais d'ailleurs, ça aussi, on en parlera parce que c'est vrai que SIAL est un salon international et que parfois, on a tendance à penser qu'on bouge tous au même rythme et que les tendances sont globales et pas tant que ça. Ou en tout cas, vous allez confirmer ou infirmer cette question un petit peu plus tard. Je voudrais parler de l'aspect aussi politique, le fait de manger comme un acte civique. Comment pareil, la même question, au-delà de la belle phrase « manger c'est politique », au quotidien, quand je suis dans les rayons, comment ça s'incarne ça? Alors, oui, manger c'est politique. En introduction, c'est politique au niveau du consommateur, mais c'est politique au niveau des États et ça fait partie des stratégies géopolitiques, parfois de soft power. On le voit très fortement sur certains pays. En ce moment, il y a la Corée du Sud, par exemple, est très très pushy sur des politiques pour aller proposer sa culture alimentaire et ses produits. Et donc, c'est un impact direct sur le consommateur aussi, parce que forcément, qui dit une offre plus importante, qui dit des campagnes de communication plus importantes, etc., dit une visibilité de ces typologies de produits plus importante en rayon, et donc et un top of mind. Alors après, sur le côté politique, on peut noter que 11% des consommateurs sont plus attentifs aux questions environnementales et éthiques, au point d'adopter un changement alimentaire qui soit radical, pour une de ces raisons. Donc, je nuançais ça tout à l'heure au début sur les résultats de l'étude, mais ce qu'on a vu sur la partie 360, c'est qu'il y a quand même une fraction non négligeable de consommateurs qui adoptent, qui agissent avec un changement. Donc, qui peut être pour des raisons de santé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qui peut aussi être pour des raisons de conviction personnelle, et donc du coup qui apportent un poids politique à tout cela. Alors, après, il y a d'autres aspects, et si on rentre dans le détail de
ce à quoi ils sont sensibles, on ressent que le gaspillage est important. Il y a 65% qui déclarent y être sensibles à la réduction, mais cette fois, non pas de leurs aliments, mais du caractère recyclable ou recyclé des emballages et à la réduction des emballages à proprement parler, qui vont avoir un impact de ce point de vue-là, hein, d'où, par exemple, ce qu'on a vu ressortir sur les bouteilles en plastique dans les bouts de cet été. 58% des consommateurs qui privilégient le faible impact environnemental, donc qui quand même ont une attention portée à cela. 57% qui valorisent le commerce équitable et les conditions de production. Ça, c'est très intéressant. Ça monte même à 84% sur les produits d'épicerie fine. Alors, je fais référence à une autre étude qu'on a menée pour un autre salon. Donc, c'est un élément qui est assez important également. 53% qui se questionnent sur la consommation de viande. De là à passer à l'acte, c'est autre chose. Voilà, mais il y a quand même 45% qui déclarent passer à l'action en réduisant ou stoppant leur consommation de viande bovine. Et là, on sait que c'est effectivement également très, très politique. Alors justement, je voudrais tirer le fil de la végétalisation de nos alimentations et de ce qui se passe autour de la viande, parce que je vois dans le chat qu'il y a beaucoup d'intérêt sur ces questions-là. On parle justement de viande de synthèse, alors justement on discute, ah oui, non mais Beyond Meat, justement ce n'est pas... oui, voilà, c'est la Beyond Meat, ce n'est pas de la viande in vitro, c'est un substitut végétal, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de fond sur la végétalisation. Et je voudrais d'abord savoir si on constate vraiment ce changement d'imaginaire autour de la viande. Audrey, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Jean-Gabriel. Alors, déjà, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière, en fait, parce que les substituts ou les alternatives à la viande, ça date finalement... enfin, le premier steak de soja, par exemple, il a été créé en 1996 par Olga, enfin, Tribala maintenant Olga. Il y a plus de 25 ans, donc ça avance quand même lentement, les changements. Et puis, il faut il y a deux catégories qui se complètent, mais qui sont vraiment quand même assez différentes. Les alternatives à base effectivement de protéines végétales, mais qui ne sont pas qui ne cherchent pas à ressembler à la viande animale, mais qui sont effectivement des substituts à base d'épeautres, de matières plant-based, exactement. Et puis il y a les steaks qu'on appelle ou la viande look-alike, ou qui donne l'apparence de la viande. Et là, on est sur un paradoxe, parce que pour arriver à ces résultats-là, on a des produits qui sont ultra transformés, alors même qu'on venait de se dire que la tendance du consommateur est plutôt à des recettes à une certaine naturalité. Donc voilà, donc il y a ces deux catégories qui s'opposent un petit peu. Et puis, il y a là des poussées, en fait, pour des viandes qui sont techniquement et scientifiquement créées, créées en laboratoire. Et là, on est encore sur un autre type de produit, mais qui va demander beaucoup de temps. C'est très lent et très compliqué à fabriquer. Et alors, même si... la fermentation apporte des solutions aussi à ce niveau-là. De précision. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc là, on est encore sur une tendance qui va prendre de nombreuses années avant d'arriver à un résultat. Maintenant, on voit effectivement que la consommation de viande baisse, et c'était bien remontré là dans l'étude
en introduction, baisse quand même considérablement avec un impact et une prise de conscience du bien-être animal et puis aussi le côté inflation, accessibilité, puisque la viande, c'est cher. Et voilà. Donc, il y a vraiment tout un corollaire autour de la viande qui est presque une émission à part entière, en fait. C'est ce que j'allais dire, mais on a déjà quelques éléments. Jean-Gabriel, vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. Excusez-moi, j'ai changé d'environnement. Voilà. J'ai raté un tout petit peu de ce qu'a dit Audrey, mais ce que je souhaitais faire passer, c'est que manger, de manière générale, la cuisine, c'est quelque chose qui est à la fois profondément très culturel et très étroitement lié, qui a été pendant des siècles aux ressources locales et régionales qu'on avait. Donc c'est tout à fait normal que, malgré l'accès dans la deuxième moitié du XXe siècle à des produits alimentaires ou des cuisines qui viennent du monde entier, les changements soient d'une part lents à venir et d'autre part très différents d'un pays à l'autre. Donc quand on parle de viande, il faut là aussi reprendre de la hauteur et voir, parce qu'on a beaucoup de débats qui sont parfois très nationaux, voire européens. Les mêmes débats ne sont pas menés à la même vitesse et de la même manière dans d'autres régions du monde, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, etc. Donc c'est passionnant, mais ça rajoute un degré de complexité. Après, ensuite, il y a sur la tendance à la végétalisation dont on parlait, il y a quand même, et les débats portent beaucoup sur la tendance à aller proposer des alternatives végétales, mais avec des produits qui ressemblent à des événements carnés. Donc, je m'excuse si je répète ce que tu as dit, Audrey, mais il y a quand même une volonté, parce que typiquement, le premier steak de soja, je crois qu'il date de 1996, donc c'est il y a très longtemps, mais on en est encore, pour beaucoup de produits, pour beaucoup d'offres, à des produits qui sont des steaks-like, on va dire, ou des fromages-like, ou même des foie gras végétal. Mais dans ce cas-là, si c'est un foie gras végétal, c'est absolument pas du foie, donc pourquoi appeler ça un foie gras, etc. etc. Donc il y a une problématique. Alors, le pourquoi, il est très simple, hein, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire adhérer un consommateur à une typologie de produit qu'il connaît déjà, plutôt que de lui dire, bah, tiens, tu vas manger des algues, c'est super bon pour toi, et c'est super bon. Il y a forcément une barrière psychologique qui est plus importante. Néanmoins, alors là encore, c'est une conviction personnelle, je suis persuadé qu'à terme, on verra combien de temps ça prend, c'est un certain nombre de produits végétaux d'alternatives protéiniques à la viande vont s'imposer, mais en proposant des choses qui ne soient pas similaires, en tout cas dans la volonté, à ce qu'on cherche à trouver. Et ce sera d'ailleurs une des réponses à l'ultra-transformation, qui est quelque chose qui est reproché au meat-like pour l'instant. Mais voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que le grand jury de Ciel Innovation a choisi de distinguer un produit d'une start-up qui s'appelle Zalg, un produit qui s'appelle IOD. Donc ce sont des petits cubes d'algues bretonnes, récoltés en Bretagne, qui sont à cuisiner, qui ne cherchent pas à remplacer un ingrédient ou à imiter un ingrédient, mais à trouver leur propre place dans la composition d'un plat. C'est ce que je trouve intéressant. Et pour ma part, je pense que dans cette tendance à la végétalisation, il y a un effet de mode, j'aime pas ce mot, mais il y a une véritable tendance. Donc, on voit apparaître énormément d'offres nouvelles sur le secteur. Toutes ne sont pas forcément une réponse à quelque chose ou amenées à rester. Il faut quand même garder en tête que 50% des produits qu'on a actuellement en rayon n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, il y a cette nécessité pour l'industrie agroalimentaire d'innover en permanence. Voilà. Alors après, tendance pérenne ou pas pérenne, je pense que la végétalisation est une tendance pérenne. Après, avec quel produit, c'est une autre question. Et alors, j'en profite tout de suite pour dire, parce que comme le sujet est passionnant, je prends d'autorité la décision de faire durer cette émission 5 à 10 minutes de plus et nous allons tous empiéter sur notre pause déjeuner pour la bonne cause, parce que c'est ce que vous disiez à l'instant, Audrey. Typiquement, le sujet de la viande, on pourrait y consacrer une pleine émission. Mais je voudrais une dernière question et ensuite, je vais me retourner vers les questions des auditeurs. Je voudrais, parce que je trouve qu'en plus, ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on vient de se dire, qu'on parle un peu ce qui est de nouveau sur le front des technologies, de l'innovation, de la transformation, de l'innovation food, en fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe en termes qu'est-ce qui aiguise l'appétit
des investisseurs. J'ai vu que InnovaFeed vient encore de boucler une méga levée de 250 millions d'euros. Donc, InnovaFeed, c'est protéines d'insectes, hein, si je ne me trompe pas, comme insecte aussi. Voilà, qu'est-ce qui buzz en termes d'innovation, outre la question des protéines, des altes protéines? Voilà. C'est une autre question, je pense qu'il faudrait y consacrer une deuxième émission mais Audrey, pardon, je t'interromps. Sur les insectes, c'est vrai qu'il y a des technologies qui sont très, très suivies par les investisseurs. Personnellement, moi, tout ce qui est la fermentation à base de levure me paraît très, très, très intéressante. Il y a aussi des levées de fonds, des startups. Je pense à Yeasty, par exemple, qui est une toute jeune start-up qui se met sur ce créneau-là. Et avec des résultats assez incroyables et en texture et en bénéfices nutritionnels aussi, parce que voilà, ça apporte des minéraux, des nutriments, ça permet d'avoir de nouvelles textures et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre, d'autant que si on regarde les signaux faibles aussi, toute la dynamique autour de l'alimentation des seniors, des sportifs, va nécessiter des protéines d'un autre type. Et voilà, s'il y avait il y en a bien d'autres, hein, mais d'ailleurs, justement, sur Cial, comment l'innovation est représentée quel est le dispositif pour ces sujets-là? Il y a plusieurs dispositifs. L'innovation est partout. Alors, d'abord et avant tout, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'innovation, elle est d'abord dans les rayons et sur les stands. C'est-à-dire que l'innovation, on la voit, on la traduit à travers les produits qui sont proposés par les exposants. Et nous, on ne fait que finalement essayer de faciliter cet accès à l'innovation à travers soit des animations, soit des supports de visite qui permettent d'aller la chercher. Donc, sur la partie purement animation dédiée à l'innovation, donc la première, c'est Cial Innovation, donc c'est quelque chose qui existe depuis 1996, donc c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de suivre les tendances, de voir quelles tendances évoluent, restent, se pérennisent ou s'effondrent complètement. Mais donc là, on a 1800 produits qui ont été validés par notre jury d'experts dans le concours Cial Innovation. Et il y a eu un certain nombre ensuite de grands jurys qui se sont tenus pour finalement garder un certain nombre de lauréats. Donc sur le salon, il y a un grand stand de 450 mètres carrés, quasiment 500 mètres carrés, qui met en valeur bien évidemment les lauréats, mais également les finalistes et les sélectionnés, donc dans différentes catégories de produits. Donc ça peut être une forme de résumé, bien évidemment, ça ne remplace pas le fait d'aller se promener dans le salon, mais c'est une première chose. Le deuxième, c'est qu'on a mis en place Cial Talks. Donc là, c'est un ensemble de conférences. On a plus de 70 heures de direct, donc sur 2 scènes différentes, les 5 jours, une centaine de speakers, où on aborde en détail, et donc notamment les notions de géopolitique, les notions également d'évolution technologique, alors qui prennent une part belle, hein, on parlait notamment de transformation digitale sur plein d'aspects, et beaucoup d'autres notions. Ensuite, on a notre village startup. Donc, des startups, il y en a plus de 650 répartis un peu partout dans le salon. On en a distingué dans le village startup de Cial qui sont regroupés. Un parcours qu'on met en avant, donc des Françaises, bien sûr, des internationales également. J'en profite pour souligner d'ailleurs qu'on fait un pitch d'investisseurs sur Cial Talks, justement. Donc, il y a une trentaine de startups qui pourront pitcher en face d'un panel d'investisseurs, mais également du public du salon qui pourra également rejoindre. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Les chefs, alors, on n'est pas un salon de la gastronomie à proprement parler, mais on l'a dit, le plaisir avant tout, hein, dans la restauration et l'alimentation. Et les chefs sont finalement
des vecteurs extrêmement forts et qui, en plus, sont médiatiquement extrêmement puissants depuis quelques années. Donc, il y a un certain nombre de chefs qui vont venir sur la cuisine, donc une innovation qui s'appelle la cuisine, proposer des démonstrations sur la thématique Own the Change. On ne l'a pas reprécisé, hein, l'édition de cette année de Ciel Paris porte le titre et la thématique de Own the Change, et c'est axé sur les évolutions, les transformations, les révolutions qui animent actuellement l'industrie. Donc, c'est la thématique qui est donnée aux chefs, et les chefs doivent réfléchir à proposer des démonstrations culinaires en intégrant cette notion d'onde de chef, donc d'onde de change, pardon. Donc, ça peut être de l'ordre de l'ingrédient, du processus, etc. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent nourrir l'imaginaire enfin, pas d'imaginaire. Futur Lab également. La créativité, oui, il y a Lab, Future Lab, oui, tout à fait. Notre laboratoire de prospective. Alors, voilà, et avec une prospective, mais finalement avec un regard quand même pas si loin de nous, parce que c'est 2030, en fait. C'est un choix, oui. Ouais. Donc, c'est une expérience immersive. Je prends un peu la main parce que je sais que je regarde avec angoisse l'horloge. Mais donc, Future Lab, 3 parcours immersifs donc autour de l'agriculture 2030, autour de l'assiette 2030 et le 3e. Et du retail. Et le retail 2030. En fait, c'est un seul parcours qui permet en 10-15 minutes de parcourir ces différents éléments, parce qu'on sait que, comme sur une émission, nos visiteurs sont pressés. Donc, on essaie de leur donner un maximum de takeaway sur ces éléments. Pourquoi 2030 ? Parce qu'on n'a pas d'intérêt à faire de la sci-fi food. On est un salon professionnel. Donc, l'objectif, c'est aussi que les visiteurs qui sont souvent là pour aller chercher de l'inspiration, mais surtout des choses qu'ils peuvent implémenter rapidement dans leurs entreprises, prennent des choses qui sont là, demain, maintenant, en fait, et puissent les implémenter dans très peu de temps. Et donc, c'est un parcours immersif qui est développé avec des partenaires, dont l'INRAE, notamment, pour la partie agriculture en particulier. Question du public. Je vais arrêter de mettre des verbes dans mes phrases pour aller plus vite. Question du public. Alors, une question très concrète justement sur le Nutri-Score. On parlait tout à l'heure de finalement cette surprise qu'on a eue de le voir aussi haut et aussi désormais ancré dans l'habitude des gens. Alors, c'est une question de Nina. Le label Nutri-Score est-il neutre, sans aucune sponsorisation des marques ? Point d'interrogation. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler le Nutri-Score, justement, comment c'est attribué ? Gabriel, tu veux ou pas ? Alors, je pense que le succès du Nutri-Score, c'est aussi de par sa lisibilité, en fait. Il y a beaucoup de labels qui fleurissent et le consommateur a besoin de s'y retrouver. Donc, le Nutri-Score qui a été d'ailleurs assez controversé quand il a été mis en place. Au début, oui, tout à fait. Au début. C'est effectivement intéressant de voir qu'il passe en tête, en fait, pour le consommateur. Donc, les critères exacts, je pense que j'ai mis un lien dans le chat, parce que ça peut être assez technique sur la Mais délivrance du Nutri-Score. Après, c'est plus effectivement la polémique ou pas et le pourquoi il est représentatif ou pas. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et il y en a sur son caractère trop simpliste ? Pas forcément, mais plutôt sur ça représente. Alors, ça peut. Et alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du Nutri-Score et de la question, donc je ne m'avance pas. Mais sur la question du fait qu'il ne représente, alors selon 60 millions de consommateurs, je crois qu'il ne représente que 1% des acteurs du secteur agroalimentaire. Donc, du coup, on ne peut pas forcément comparer des produits similaires. Donc, le choix n'est pas complètement informé. C'est une des problématiques qui est mise en avant, mais il y en a beaucoup d'autres. Une remarque. Le Sigma, il y a aussi l'hyper-transformation est aussi intéressant à suivre. Enfin, bon, voilà. Alors, oui, alors il y a d'autres éléments. Et d'ailleurs, ça fait écho à un reproche qui est fait parfois aux industriels qui ne mettent pas forcément en avant tous les scores, parce qu'il y a le Nutri-Score, mais il y a le score Nova aussi sur le taux de transformation. Oui, l'ultra-transformation, effectivement. Voilà. Il y a l'éco-score également. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur Open Food Fact. Donc, j'en reviens peut-être à ce qui buzzait, ce que vous dites. En fait, nous, on est assez persuadés que finalement, technologiquement, sur le front des technologies, au-delà de l'innovation produit,
un des éléments clés, ça va être l'information du consommateur. Et qu'il y a énormément de choses qui vont reposer sur ces éléments-là, parce que de plus en plus de possibilités pour le consommateur d'être informé. On n'a pas parlé de blockchain, par exemple. Donc on n'a pas parlé de blockchain et de traçabilité. Exactement. Et donc, concrètement, c'est un des enjeux des années à venir pour les producteurs, les industriels, et y compris les distributeurs, parce que finalement, à partir du moment où on a une traçabilité sur toute la chaîne, normalement, on ne peut plus rien cacher. Et donc, là, est-ce que tout le monde va jouer le jeu ou pas? Comment et à l'inverse, comment est-ce que les consommateurs deviennent de plus en plus informés, etc. Et la transformation digitale a un énorme rôle à jouer là-dedans. Elle le joue déjà. Maintenant, on l'a vu pour le Nutri-Score. On voit qu'en quelques années, on peut réussir à faire monter un indice, pas un indice, pardon, mais un label. Il y a beaucoup d'autres moyens de le faire et on est assez persuadé que de ce point de vue-là, l'évolution technologique va jouer un énorme rôle dans les années à venir. Une remarque de Daniel, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, mais je vais enquiller sur une question. Il nous dit « Les tendances de consommation dans la restauration collective en France suivent avec des années de décalage ce que j'observe en Amérique du Nord, par exemple sur le fait maison dans les boîtes à lunch des employés des entreprises. » Et alors, du coup, ça me permet justement ce que je disais tout à l'heure. SIAL, c'est un salon international. À grands traits, et je sais que je vous demande l'impossible, mais quelles sont les différences? Est-ce que les mutations se font à peu près au même rythme? Est-ce qu'on évolue tous vers justement plus de santé, plus de naturalité, etc. Alors, oui, c'est un petit peu impossible de répondre en quelques secondes. C'est ma question à $150 000, Jean-Gabriel. Quelques points. Le premier, c'est que malgré tout ce qu'on dit sur les différences culturelles et sur l'alimentation, il y a aussi, malgré tout, c'est un secteur, une industrie qui est très globalisée. Bon, très interdépendante, hein, on l'a vu il y a quelques mois, on s'en est rendu compte à quel point c'était le cas, mais également du point de vue de l'offre. Donc, même s'il y a des évolutions qui sont culturelles ou qui sont sociétales, il y a aussi une offre qu'on peut retrouver de manière globale. Donc, il y a quand même des choses qui vont avancer un petit peu à la même vitesse, parfois imposées, parfois sur la restauration, parfois sur l'offre, etc. Après, il y a souvent sur les produits des choses qui arrivent d'ouest en est, qui se mettent en œuvre, des tendances qui se mettent en œuvre d'ouest en est, d'autres plutôt d'est en est, d'autres qui partent d'Europe, etc. Donc, selon les typologies de sujets dont on parle, ça peut être assez divers. Et après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des économies montantes qui sautent directement certaines étapes pour en arriver finalement à être en avance, entre guillemets, et à presque donner le là sur certaines tendances, parce qu'elles ne sont pas passées par d'autres étapes de consommation avant, et donc reprennent de l'avance dans les tendances. C'est le cas de l'Inde, par exemple, sur certaines tendances. Et d'ajouter que justement ces sujets internationaux, le côté international, ils vont être évidemment discutés sur Ciel Talks. Donc, je vous invite tous à venir et à suivre les talks qui vont justement donner ce panorama très international pendant le Ciel. Et justement, ce sera le mot de la fin. Donc, Ciel Paris, à Paris-Nord-Villepinte, à partir du 15 octobre. C'est ça? Du 15 au 19 octobre, du samedi 15. Du samedi 15 du samedi 15 au donc, mercredi 19 octobre. Donc, venez nous retrouver. C'est 7000 exposants qui vous présentent 400 000 produits qui vont être présentés. On a donné du monde entier, hein, c'est 126 pays exposants représentés. Donc, avec une tendance, on voit des nouveaux pays apparaître ou se renforcer. Je pense notamment aux pays d'Afrique. Hein, sur les nouveaux pays, la moitié viennent de l'Afrique. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cet angle de vue. Donc, sous le signe de la transition, on the change, et sous le signe des retrouvailles, parce que le dernier Ciel, c'était il y a 4 ans, parce qu'on a eu une pandémie qui est passée par-dessus.
Merci de votre temps. Merci de votre temps à tous. C'est un sujet qui est tellement passionnant et effectivement, j'invite tous ceux qui s'y intéressent à regarder justement votre cahier de tendance et aussi à se rendre sur Cial Paris. Et j'en profite pour vous souhaiter un bon appétit et à très vite pour une nouvelle émission. L'horaire était parfait pour ça. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.